Je ne connais pas plus beau que les arcs-en-ciel, phénomènes lumineux sublimes aux 7 couleurs. Violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange et rouge. Un véritable plaisir à regarder. Mais connaissez-vous la sombre réalité qui se cache derrière ce phénomène? Non? Très bien. Je vais vous expliquer et raconter mon vécu. En tant qu'adulte, nous avons évolué dans une vision du monde très terre-à-terre. Nous avons su expliquer une bonne partie des phénomènes naturels, mais en tant qu'enfants, nous évoluons dans un monde complètement différent. Tellement différent que nous en avons un regard naïf, insouciant avec un cœur pur. Si pur, que cela attire la convoitise des esprits. Cependant, ces esprits restent la majeure partie du temps tapis dans la lumière blanche de notre soleil. C'est pour cela que lorsque cette lumière frappe les gouttelettes d'eau et cristaux de glace en suspens dans le ciel, la porte des esprits s'ouvre à notre monde par l'intermédiaire de la dispersion des lumières colorées. Et c'est ainsi que naquit diverses légendes à travers le monde. La plus connue étant celle des Farfadets au chaudron rempli d'or. C'est d'ailleurs grâce à cette dernière qu'une anomalie a été découverte au sujet des arcs-en-ciel. Dans les débuts de la diffusion de cette rumeur, de nombreux hommes sont partis à la recherche des chaudrons remplis de richesses dans le seul but d'abreuver leur avarice et leur soif de pouvoir que ces dernières pourraient leur apporter. Malheureusement pour eux, nul ne réussit à approcher ces arcs-en-ciel. Ils avaient beau courir droit dans leur direction, mais les arcs-en-ciel les fuyaient comme la peste. Cette chasse au trésor a duré plusieurs décennies. Beaucoup moururent sous les coups de leurs amis, familles qui par appât du gain n'hésitèrent pas à trahir tous leurs proches. Il y a eu aussi beaucoup d'affrontements entre groupes de personnes chassant le même arc-en-ciel. Bien sûr que ces événements ne sont pas conçus pour les enfants, mais c'est pour une raison bien pire qu'il ne faut jamais chasser l'arc-en-ciel avec les enfants. C'est au cours d'une année d'été pluvieux que l'anomalie dont j'ai fait mention plus tôt a été détectée. Un agriculteur accompagné de ses 3 enfants s'en va récupérer des ballots de paille. Au début du crépuscule, le ciel séparé par 2 équipes, la team nuage gris et la team sans nuage, créant avec la magie du soleil un sublime arc-en-ciel. Arrivé dans son champ, les enfants sautent du tracteur. Le père de famille montre à sa jeune descendance la puissance des tracteurs à griffes soulevant des ballots de paille pesant une centaine de kilos. Plus tard, il emmena les enfants en direction du fond du champ pour finir de remplir les remorques. Durant le trajet, le plus jeune enfant fait la remarque qu'il s'approche de plus en plus de l'arc-en-ciel. Les étoiles plein les yeux, ils voulurent courir en direction du phénomène, rêvant de le toucher et y voir des licornes. Attendri par ce moment, le papa descend à son tour de l'engin et courut avec eux vers le pied de l'arc-en-ciel. De plus en plus près. Si près qu'il pouvait littéralement le toucher. L'homme, à la fois très étonné et curieux, mit sa main dans l'une des bandes colorées du photométéore. Qui aurait cru un jour pouvoir s'approcher d'un arc-en-ciel? Une sensation de brûlure de plus en plus piquante lui fait vite retirer sa main. Les enfants, complètement émerveillés par le spectacle aux 1000 couleurs, se sont mis à danser autour du pied de lumière. Tellement fous de joie, ils ne dansèrent pas longtemps. Ils décidèrent de traverser les rayons colorés pour voir quel effet ça ferait. Le plus jeune des 3 et le plus colérique a décidé de traverser en premier accompagné de la cadette. Les 2 enfants à l'intérieur, ils chahutèrent quelques secondes avant de se calmer aussi sec. Comme s'ils avaient reçu une soudaine dose de tranquillisant. Leurs peaux perdirent leur couleur beige, les cheveux ont suivi, les yeux, les vêtements... Gris! Ils sont soudainement devenus gris! Plusieurs orbes lumineux sont apparus au-dessus de leur tête avant de faire des va-et-vient le long du corps des 2 malheureux. L'aîné ainsi que le père, tellement stupéfaits par cette scène, étaient complètement paralysés, incapables de réagir. Les orbes lumineuses continuaient leur danse autour des 2 enfants qui commencèrent à perdre leur opacité, comme si on les effaçait avec une gomme, la gomme étant ces étranges boules de lumière. Leur corps effacé, seule leur tête restait visible. C'est à ce moment précis où les orbes se réunirent en 4 groupes éparpillés de chaque côté du crâne des 2 enfants. Ces derniers ont hurlé de terreur et de douleur, appelant leur père pour les sauver. Mais ce dernier était complètement pétrifié d'horreur. Quelques secondes ont passé avant que ces orbes fassent littéralement exploser le crâne des 2 cœurs purs, projetant cheveux, sang, os et cervelle dans un large périmètre. Une pluie sanguine si fine que le sol tapissé de tiges de blé était à peine teinté de gouttelettes rouges. Ne sachant pas comment réagir et encore moins compris ce qui venait de se passer, le papa a pris son aîné dans les bras pour fuir, mais une voix s'est mise et hurlait dans sa tête. Son corps est nôtre. Sa pureté est mienne. L'aîné s'est mis à crier en pleurant. « Papa, les lumières, elles se battent entre elles, mais il y en a une qui fonce droit sur nous !» Le père trébucha en voulant vérifier ses arrières. À peine il jette un rapide coup d'œil sur son fils pour vérifier d'éventuelles blessures, que la voix lui hurle de nouveau dans sa tête. Puni est celui qui refuse le sacrifice. L'essaim d'orbe suivit et se jeta sur l'enfant jusque le recouvrir entièrement, puis
éclabousser le pauvre homme de la tête aux pieds de sang, tripes et toute autre matière humaine. C'est profondément traumatisé qu'il entra chez lui sans savoir s'il a rêvé ou non, ni comment annoncer à son ex-femme et à la gendarmerie ce qui vient de se passer. Abruti par les nombreux verres de gouttes de Mirabelle, il s'écroula sur la table. Au plus profond de lui, il espérait que ceci n'était qu'un rêve. Seulement le lendemain, à son réveil, une terrible démangeaison brûlante torturait sa main. Cette main avec laquelle il avait touché l'arc-en-ciel. J'ai personnellement mené l'enquête quand le dossier Farmer est arrivé à mon bureau. J'ai interrogé Monsieur Farmer. Bien évidemment, il n'y avait aucune preuve de ces événements étranges. Il n'y avait que l'ADN des victimes et celui du père sur les lieux du crime. On n'a jamais retrouvé l'arme du crime. En fait, nous étions tous sur le cul, car nous n'avions aucune idée de comment cet homme aurait pu faire exploser ainsi ses enfants. La seule preuve qui fit condamner Monsieur Farmer sont les vêtements tachés de substances biologiques humaines, mais sans armes retrouvées. J'ignore encore si les prochains procès condamneront définitivement ce père de famille. J'espère que non, car suite à la visite d'une femme couverte de sang la semaine dernière, suite à l'avancement de mon enquête, à toutes ces similitudes, je commence à me demander si Monsieur Farmer nous a effectivement dit la vérité. Afin de vérifier mes soupçons, j'ai décidé d'essayer de m'approcher d'un de ces arcs-en-ciel. Sans succès. À croire que la seule façon de s'y approcher, c'est d'être accompagné d'enfants.